Bonjour à tous et bienvenue dans la salle Ampère pour ce Paris-Saclay Summit. Alors on sort à l'instant d'un marivaudage mathématique et on va continuer dans le domaine des arts puisqu'on va plonger dans le cinéma. Alors c'est vrai que souvent quand on pense aux mathématiques, le lien avec la musique semble un peu plus évident. Au cinéma c'est un peu moins certain et pourtant très nombreuses sont les fictions dont c'est le sujet. Pour en citer quelques-unes, L'homme sans visage, Pi, Imitation Game. Même les Simpsons invoquent parfois le théorème de Pythagore, fut-il légèrement erroné. Et récemment, des documentaires comme le magnifique documentaire Apprends de Claire Simon, où les maths ont une place prépondérante. Alors, les maths peuvent être un élément central du scénario, mais les maths peuvent aussi servir à la construction narrative. C'est par exemple le cas dans Inception de Christopher Nolan, où cela rappelle les structures fractales. Il est temps de plonger dans les salles obscures des mathématiques, et pour cela, nous sommes ravis d'accueillir Frédéric Bourgeois, professeur des universités à Paris-Saclay, au laboratoire de mathématiques d'Orsay, sous l'œil avisé de Nicolas Bastuc, journaliste au Point. Messieurs, la scène est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je ne sais pas si mon micro fonctionne, s'il fonctionne. Merci d'être nombreux. Merci Frédéric Bourgeois de partager ces 40 minutes avec nous. Alors, votre domaine de spécialité, c'est la topologie symplectique et de contact. J'aurais vraiment des questions très précises à vous poser là-dessus, mais on n'a pas le temps. Alors, on va parler de cinéma. On va parler de cinéma. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est votre préférence ? Est-ce que vous préférez la beauté d'une démonstration mathématique ou un chef-d'œuvre du 7e art ? À choisir. En quelque sorte, j'aime les deux parce que finalement, cette beauté mathématique qui est très importante, même quand on fait des maths, la beauté est aussi un guide pour trouver des belles maths à faire. Cette beauté, elle est mise en évidence justement par le 7e art, par le cinéma. Et c'est une manière peut-être de partager la beauté des mathématiques avec le plus grand nombre, avec les personnes dont ce n'est pas la spécialité. Et donc j'aime beaucoup en fait retrouver cette beauté des maths à la fois dans les démonstrations pour spécialistes et dans les œuvres pour grand public. Alors, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai qu'en discutant avec vous et en faisant quelques recherches, j'ai été surpris par le nombre de films qui traitent des mathématiques, qui mettent en scène des mathématiciens, dans lesquels on voit des démonstrations mathématiques. C'est assez hallucinant. Et de ce point de vue-là, vous êtes une vraie encyclopédie. Vous les avez tous vus, enfin, en tout cas, la plupart. Je ne vous ai pas collé, en tout cas, dans la préparation. Même merci, en vous parlant de films que je n'avais pas vus, d'ailleurs. Merci, mais n'exagérons pas, je serais bien en peine de faire la liste complète de tous les films, même de ceux que j'ai repérés au fil des années ou qui m'ont été renseignés par des collègues. Mais effectivement, non seulement il y a des films dont le sujet est particulièrement les mathématiques ou certains mathématiciens, comme certains films biographiques par exemple, mais il y a aussi d'autres films qui n'ont absolument rien à voir, mais qui, au détour d'une scène, par un caprice du scénario ou simplement pour une raison anecdotique, abordent un petit peu de mathématiques et parfois contiennent de véritables perles mathématiques, juste l'espace de quelques minutes. J'aime beaucoup ça, effectivement, parce qu'il y a une énorme diversité dans la manière de parler de mathématiques, soit que ce soit le sujet principal, soit que, il y a un aspect mathématique ou l'autre d'une sous-discipline des mathématiques qui intervient. Alors, à votre avis, pourquoi c'est un objet assez courant de cinéma, les mathématiques ? Pourquoi c'est un sujet intéressant ? En quoi la figure du mathématicien peut être intéressante pour un réalisateur ou l'auteur d'un scénario ? Tout d'abord, les mathématiques, pourquoi est-ce qu'elles apparaissent partout ? Tout simplement parce que dans la vie réelle, elles sont véritablement partout. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais finalement, les mathématiques sont utilisées pour énormément de choses dans nos gestes du quotidien. Et donc, il est normal que finalement, les films, le cinéma, qui sont une sorte de reflet, un peu déformé quelquefois, mais un reflet néanmoins du monde réel, en fassent état. Et quant aux mathématiciens, je crois que je suis peut-être trop mal placé pour en parler, puisque on ne peut pas parler facilement de soi-même et de ce qu'on fait soi-même, mais l'image
qu'ils ont est assez particulière. L'image que le public s'en fait est un petit peu particulière, et toute peut-être une mythologie ou qu'est-ce que c'est que d'être mathématicien. Et donc, je crois qu'il y a effectivement une envie également de montrer ça au public via les films et les séries. Alors, on ne parle pas seulement de mathématiques dans les films d'auteur. On va peut-être commencer là-dessus. Beaucoup de films dits populaires et même certaines grandes productions américaines mettent en scène les mathématiques. Alors, on va en passer quelques-uns en revue. L'homme sans visage, par exemple, avec Mel Gibson, ce professeur de maths, vous savez, défiguré dans un accident, qui va prendre un jeune sous sa coupe. C'est un mathématicien. Voilà, donc Oui. dans le scénario du film, c'est Oui. un professeur de mathématiques qui a arrêté son activité de fait de l'accident qu'il a subi et qu'il a défiguré. Et puis, il va effectivement donc prendre un élève particulier pour lui expliquer des maths. Alors, c'est peut-être pas mais c'est le scénario qui veut ça, le professeur le plus bienveillant, parce qu'il est un petit peu dur, de par ce qu'il a vécu probablement comme expérience personnelle, mais il est dur avec cet élève aussi pour l'armer face à la vie et face aux défis à relever pour apprendre les mathématiques. Mais à côté de ça, il y a certaines scènes assez amusantes, notamment probablement la scène qui est la plus retenue du film de point de vue mathématique, c'est le moment où il veut expliquer à cet élève comment trouver le centre d'un cercle. S'il y a juste le cercle qui est tracé, on ne sait plus où est le point au centre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est prendre 2 points sur le cercle, tracer le segment et puis tracer la médiatrice de segment. Puis on se répète ça avec un autre segment, l'intersection des médiatrices, ce sera le centre du cercle. Alors il veut montrer ça, il trace une médiatrice et puis il fait ça sur une vitre, comme si c'était facile de pouvoir regarder ce qui se passe Avec sur de la une vitre. buée. Oui, et des reflets surtout, donc c'est très difficile de voir ce qu'il fait, mais néanmoins on voit très clairement qu'au moment où il trace sa médiatrice, eh bien, au lieu de tracer une droite qui fait un angle droit avec le segment, l'angle est tout à fait de travers. Alors ça, vous ne pouvez pas vous en empêcher de voir les erreurs dans les films. Là, effectivement, cette médiatrice n'est pas très réglementaire. Et ça ne vous a pas échappé. Je crois que ça n'a pas échappé à grand nombre de personnes. Effectivement, En tout cas, ceux qui savent tracer une médiatrice. Voilà, alors ils auraient peut-être pu refaire la scène, c'est vrai, mais d'un autre côté, finalement, c'est peut-être pas plus mal non plus, parce qu'après tout, cette scène serait peut-être pas si inaperçue, tandis que là, tout le monde en parle. Alors, Bart et Homer dans les Simpsons font aussi des mathématiques. Et là aussi, vous avez repéré, cette fois-ci, non pas une erreur, mais un anachronisme, puisque dans cette... alors c'est dans un épisode de Star Trek, où il est question du théorème de Fermat, et où on dit que le théorème de Fermat n'a pas été démontré, alors qu'on est censé être au XXIIIe siècle, et qu'il l'a été démontré au XXIe siècle. Donc là, vous adorez aussi repérer comme ça les anachronismes. Là, c'est pas de leur faute. Malheureusement, l'épisode a été tourné juste quelques années avant la démonstration par Andrew Wiles du grand théorème de Fermat. Donc là, ils n'y peuvent rien, mais au contraire, c'est à la fois joli et audacieux de leur part d'avoir inclus cette discussion du grand théorème de Fermat sous cette forme, que c'était resté une conjecture encore pendant 4 siècles au-delà de notre ère. Mais effectivement, ça reflète aussi l'image que les gens avaient de cette question. Le grand théorème de Fermat, la conjecture... le théorème que Fermat pensait avoir démontré datait déjà il y a plusieurs siècles, et donc pensait qu'effectivement, ça mettrait encore plusieurs siècles au moins avant de trouver une solution. Voilà, ça reflète aussi un état d'esprit, c'est intéressant. Alors on fait des maths aussi dans les Simpsons, j'en parlais à l'instant avec Bart et Homer, et aussi dans des films vraiment très grand public qui vont parler à tous ceux qui ont un petit peu plus de 50 ans. C'est La moutarde me montonnait de Pierre Richard, comédie grand public s'il en est, qui met en scène effectivement un prof de maths, Pierre Richard en l'occurrence. Et vous avez aussi repéré des mathématiciens dans ce qu'on appellerait aujourd'hui des romances. Je pense à Leçon de séduction avec Barbara Streisand et ce mathématicien qui renonce au sexe pour enfin connaître le sentiment amoureux. Donc dans les dessins animés, les comédies populaires, les grosses productions hollywoodiennes, on trouve des mathématiciens. Voilà, effectivement, on trouve partout et à propos de tous les thèmes. Donc effectivement, dans Leçon de séduction, c'est finalement maths et sentiments amoureux. Et également le lien effectivement entre... on voit bien que ce mathématicien adore également la beauté des mathématiques, et donc il veut transcender ça au niveau de ses sentiments amoureux, et donc c'est pour ça qu'il a cette approche si particulière finalement de la relation autrui. Donc c'est aussi intéressant de voir cette comparaison, ce parallélisme entre la manière de vivre les maths et de vivre sa vie finalement.
Et Pierre Richard, il vous a semblé crédible en prof de maths, un peu lunaire? Alors, lunaire, je ne sais pas, mais en tout cas, au moment d'entrer dans la salle de cours, il est très anxieux. C'est un lycée pour jeunes filles, et donc elle chahute un petit peu avant qu'il entre. Donc, on le sent anxieux, et donc il se jette vraiment dans son cours avec grande énergie pour essentiellement se concentrer sur les maths et pas trop sur l'audience qui pourrait être un petit peu chahuteuse. Et donc, il met une telle énergie dans son cours qu'il trace des lignes dans tous les sens au tableau, et puis il arrive à la fin de son exposé hors d'haleine, en demandant, voilà, maintenant à votre tour de montrer la réciproque, vous avez 15 minutes. Mais en tout cas, ce qui est beau et ce que j'aime beaucoup dans cet extrait, même si c'est causé par le stress, c'est de voir l'énergie qu'il met à parler de maths et à communiquer de maths. Une fois qu'il est dans sa bulle et qu'il fait des maths, on sent vraiment toute la force et toute la passion qui se déchaîne en lui. Alors, il y a quelque chose qui est un petit peu agaçant quand même, c'est la prégnance d'un certain nombre de stéréotypes. Dans beaucoup de films, le mathématicien est au mieux foutraque, au pire complètement fou, psychopathe ou paranoïaque. Hein, là, il y a beaucoup de films qui montrent des mathématiciens, on va dire, un petit peu dérangés, comme si on ne pouvait pas être mathématicien et normal, si tant est que normal puisse vouloir dire quelque chose. Ça vous agace un petit peu ces caricatures, ces stéréotypes? Alors, bon, quelques films, hein, A Beautiful Mind, bien sûr, avec la figure de John Nash, qui devient schizophrène, qui entend des voix, qui voit des gens qui n'existent pas, etc. Pi, donc avec Max, hein, le héros obsessionnel, migraineux et qui finit par sombrer dans la paranoïa. On a un tueur en série aussi dans un film qui n'est pas très bon, mais qui s'appelle Le Jour de la Bête, mathématicien et tueur en série, où on pourrait aussi citer Ben Affleck dans Mr. Wolf. Lui, il est tueur à gages. Voilà. Donc on est psychopathe, on est paranoïaque, on est complètement cinglé et génial. Hein. On retrouve ça quand même souvent. Hein, et il y aurait peut-être besoin de déconstruire un peu ces stéréotypes et le cinéma ne nous y aide pas toujours. Alors c'est vrai que oui, il y a de tels stéréotypes, mais disons que sans doute que l'origine de ces stéréotypes, c'est de penser aux mathématiciens comme étant quelqu'un de très extrême, finalement, dans sa manière de pratiquer sa discipline, dans la rigueur qu'elle nécessite. Et finalement, il est vrai que oui, le mathématicien, quand il est vraiment pris par ce qu'il fait, quand il cherche absolument à démontrer quelque chose ou à comprendre un phénomène, finalement c'est ça, démontrer, c'est juste avoir la justification de pourquoi quelque chose est vrai, c'est qu'on cherche à comprendre quelque chose. Et quelquefois, on bloque, bien sûr, c'est une discipline exigeante. Et pour certaines personnes, ça peut mener à beaucoup de souffrance. C'est vrai, c'est montré aussi dans certains films de manière un petit peu plus fine que dans les clichés. Mais quelquefois, comme dans l'exemple de Pi avec cet homme qui finalement s'automutile parce que simplement il n'arrive pas à accomplir mathématiquement ce qu'il souhaite en quelque sorte, et bien on sent effectivement des choses qui sont finalement vraies pour les mathématiciens. Ça peut être une source de jouissance et de plénitude lorsqu'on arrive à faire quelque chose, mais aussi de souffrance lorsqu'on n'y arrive pas. Alors nous sommes avec Frédéric Bourgeois, donc mathématicien et fou de cinéma. Alors je vous ai posé une question de journaliste, mais bon, elle n'est pas inintéressante. Quelles sont vos pépites au hit parade des films qui parlent de mathématiques que vous préférez? Qu'est-ce que vous citeriez? Et on va peut-être en évoquer quelques-uns. Vous m'avez indiqué, mais vous auriez peut-être pu faire une autre réponse un autre jour, mais le premier film qui vous est venu, c'est Au revoir les enfants, ce merveilleux film de Louis Malle qui se passe sous l'occupation avec des enfants juifs dans une école. Et là, il y a un mathématicien, effectivement, et c'est le premier film qui vous est venu. Voilà, alors effectivement, un autre jour, j'aurais pu répondre autre chose. Oui. En fait, je n'ai pas vraiment de palmarès établi une fois pour tous de ces films, tellement ils sont variés, tellement ils illustrent des choses différentes, de manière différente, parfois très correctes, parfois un petit peu incorrectes, ou avec des angles droits qui ne le sont pas, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est très difficile de faire le tri. Mais donc, effectivement, j'ai parlé un beau jour, effectivement, de Au revoir les enfants. Donc j'ai trouvé l'histoire touchante de manière générale, mais sinon l'aspect mathématique, ce qui m'a plu là-dedans, c'est que donc c'est un professeur qui pose un problème de géométrie au tableau, et puis un élève qui est appelé, c'est justement l'élève juif qui doit se cacher, qui vient répondre et faire une petite démonstration. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, ce qu'il explique en quelques mots, en quelques lignes,
juste en montrant de la craie, du dessin, et puis en traçant, en écrivant quelques équations, c'était quelque chose qui était absolument limpide. Et je trouve que c'est beau quand on parvient à choisir un joli petit sujet de mathématiques et le montrer. Finalement, cette scène, elle avait l'avantage de montrer au passage une petite propriété mathématique que le public voilà, ne pouvait très bien n'en avoir aucune idée. Et puis, au passage, on a ça comme ça, en prime cadeau. Alors, vous m'avez cité aussi, là aussi c'est une démonstration, mais peut-être un petit peu plus complexe, un magnifique lemme de topologie algébrique que vous avez retrouvé dans It's My Turn avec Michael Douglas et une héroïne mathématicienne, donc Kate Gunsinger, qui fait donc une magnifique démonstration. Je ne sais plus si c'est elle ou lui qui fait cette démonstration, mais vous avez en tout cas tiré de ce film une démonstration mathématique qui vous a ébloui. Voilà, oui, c'est Jill Kleber qui fait cette démonstration au tableau. Oui. Donc, elle incarne une professeure des universités en Et alors, mathématiques. Tout à fait. Kate Gunsinger, c'est le nom dans le film. C'est D'accord, le nom ouais. de l'héroïne, voilà, Voilà. qui est jouée par Jill Kleber. Effectivement. Exactement. Et donc, effectivement, c'est un extrait qui est même célèbre parmi les mathématiciens. Elle fait une démonstration qui est absolument à la fois limpide et absolument correcte. Il y a elle ne triche pas à aucun moment. C'est vraiment la vraie démonstration. En plus, elle le fait avec un élève qui est particulièrement embêtant parce qu'il n'arrête pas de lui poser des questions, de soulever des objections, et elle parvient, tout en continuant le flot de sa démonstration, à expliquer pourquoi non, il a tort, la démonstration fonctionne, et ainsi de suite. Et donc cette démonstration filmée est tellement réussie qu'en fait elle a été citée dans certains ouvrages de mathématiques, y compris un livre d'introduction à l'algèbre homologique par Charles Weibull. Donc c'est resté connu. Donc il cite explicitement le film comme étant un très bel endroit. Donc parce que dans un livre, c'est bien, on peut faire des schémas, des diagrammes et ainsi de suite, mais on ne sait pas les faire bouger sur les pages du papier. Et donc il conseille vraiment de regarder l'extrait parce que ça permet d'avoir une dimension supplémentaire à la démonstration du livre. Et alors, le jour où nous avons échangé, dans votre hit parade, vous m'avez cité en troisième position, il n'y avait pas de classement ou de hiérarchie d'ailleurs, un très beau film que j'ai du coup regardé ce week-end, que j'avais raté l'an dernier, le théorème de Marguerite. On va peut-être s'arrêter un petit peu plus longuement sur ce film, qui dit en effet beaucoup de choses, des mathématiques, film de la Suisse Anne Noivon. Donc le pitch, c'est une jeune thésarde donc, de l'école normale supérieure qui travaille avec son directeur de recherche, de thèse, sur la conjecture de Goldbach. Voilà. On en a parlé un petit peu, vous m'avez expliqué ce que c'était. Bon, ça parle de nombres premiers, etc. Bon, on va peut-être pas faire un cours là-dessus sur la conjecture de Goldbach, sauf si quelqu'un a la démonstration ici, là on sera preneur. Mais ça dit beaucoup de choses. Alors d'abord, on peut être une grande mathématicienne, enfin une jeune étudiante brillante et une fille. Alors ça, ça tombe sous le sens, mais c'est bien quand même que l'héroïne du théorème de Marguerite soit une fille. Mais peut-être problème intéressant, c'est déjà la vocation. Alors comment est-ce qu'elle est devenue normalienne et mathématicienne? D'où ça lui vient? Alors on apprend deux choses quand même dans le film. D'abord, elle avait une mère qui était prof de maths dans un collège. Ça peut aider. D'ailleurs, elle raconte que quand elle était au cours primaire, elle corrigeait les copies des élèves de sa mère. Hein. Et puis, elle a eu aussi des tourments un peu existentialistes. Notamment, elle a été fascinée, mais même angoissée par la notion d'infini. Voilà. Et c'est de là que ça lui est venu. Donc le film montre déjà qu'il y a mille façons de devenir mathématicien et ça reste un mystère. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette discipline? Pourquoi est-ce qu'on est particulièrement doué dans cette discipline? Ça, c'est déjà une question intéressante que pose le film. La vocation. Oui, tout à fait. Les mathématiques regroupent un grand nombre de sous-disciplines, traitent de nombreux sujets, et donc on peut être amené aux mathématiques par de nombreux chemins différents. C'est pas du tout surprenant finalement. Ça montre aussi qu'il est important dans la démarche du mathématicien. C'est pas juste, on n'est pas juste des logiciens, des gens qui font raisonner de manière abstraite et froide. Il y a beaucoup d'affects finalement, de sujets qui nous tiennent à cœur, également de sens de recherche ou de quête de l'esthétisme. Philosophique même, presque. Philosophique quelquefois aussi. Voilà. Donc on peut avoir à la fois des motivations et des moteurs finalement très, très divers et qui jouent vraiment un rôle, comme je le disais tout à l'heure. La beauté en mathématiques, c'est à la fois un objectif qu'on peut avoir, parce que c'est
c'est agréable de produire des mathématiques qui sont belles, mais c'est également un fil conducteur et un moteur. Si vous essayez de mettre sur pied une théorie ou d'utiliser certains concepts qui vont permettre de débloquer certaines questions, vous aurez d'autant plus de chances d'aboutir que si vous développez des objets qui sont finalement beaux et esthétiques. C'est quelque chose qu'on observe de manière empirique, que finalement, les beaux raisonnements, les beaux objets, ce sont typiquement ceux qui vont mener aux solutions. Alors ça montre aussi la cruauté de la discipline, hein. Parfois la dureté. Vous m'avez dit, c'est du vécu, ça. Vous-même, vous avez rencontré ça. Alors au début du film, elle va faire une démonstration. Elle est peut-être au mi-temps de ses travaux de recherche pour sa thèse. Et donc elle a la chance de pouvoir présenter à ses condisciples ses travaux. Et puis, comme un château de cartes, la démonstration s'effondre parce qu'il y a une petite erreur, voilà, qui fiche tout en l'air. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fascinant et très cruel aussi dans les mathématiques. C'est que souvent, on pense être parvenu à la solution et puis finalement, il y a un hic. Voilà, absolument. Donc Oui. les mathématiques sont cruelles puisque d'une certaine manière, s'il y a un trou dans une démonstration, quelque part, elle ne vaut rien. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, bien sûr, mais quand il s'agit de soutenir une thèse ou de vouloir publier un article, en général, on s'attend à ce que le résultat soit complet de A à Z, sans quoi on considère souvent que ça ne vaut pas la peine qu'il soit publié. On ne publie pas les fausses pistes, les erreurs, etc. Parfois, c'est dommage, parce que c'est aussi quelque chose qui est instructif et révélateur, mais en tout cas, voilà, c'est la réalité du domaine, et la dureté du domaine, c'est qu'effectivement, et ça peut être source d'angoisse, s'il y a une erreur, un trou, et on peut très bien ne pas le détecter soi-même, c'est effectivement au moment où on est confronté, où on se confronte finalement à ses pairs, aux autres spécialistes, qu'on peut détecter effectivement des difficultés. Oui. Et son monde s'écroule puisqu'elle décide d'arrêter les mathématiques. On ne va pas spoiler la fin, mais en tout cas, à un moment, elle s'arrête. Elle dit, je fais autre chose. Alors, le film montre aussi la rivalité qu'il peut y avoir entre chercheurs, mais aussi entre le directeur de thèse qui vampirise un petit peu les travaux de son étudiante. Il n'est pas très sympathique, ce directeur de thèse, c'est Jean-Pierre Daroussin qui le joue. On rencontre ça parfois, des directeurs de thèse qui piquent les travaux de leurs étudiants, Pas trop qui souvent, se les on espère. approprient. C'est sûrement arrivé, oui, mais en tout cas, au-delà de cette manière de fonctionner qui est un petit peu cliché, et on espère quand même que ça ne se produit pas, en tout cas, c'est vraiment pas supposé se produire, il est vrai que la relation entre directeur de thèse et étudiant est une relation qui est complexe, qui évolue dans le temps, et qui est vraiment extrêmement individuelle. Pour ma part, je dois dire, après avoir encadré déjà un bon nombre de doctorants, je n'ai jamais eu la même relation avec deux étudiants différents. Chaque fois, la manière de travailler, la manière de fonctionner, la manière d'interagir est chaque fois différente, parce que ça dépend vraiment de la personnalité de la personne, sa manière d'appréhender les mathématiques, ce qui montre encore une fois que les mathématiques, ça a beau être un sujet, mais il y a autant de manières différentes de faire des mathématiques qu'il y a de mathématiciens. Et alors, ce directeur de thèse lui dit souvent à cette Marguerite, il n'y a pas de place pour les sentiments en maths. Vous êtes d'accord? Il lui dit toujours ça. Hein. On n'est pas là pour faire des sentiments. On fait des maths. C'est vrai qu'il est très dur, mais en fait, je suis en désaccord avec lui, effectivement, parce que, comme je l'ai expliqué, l'affect est très important. Ça peut jouer un rôle moteur dans les motivations, dans l'intuition. Et puis, de toute façon, même si on essaye de se détacher des sentiments, si on souhaite le faire, ça revient tôt ou tard, parce que il y a des moments où on se dit « Ah, youpi, je crois que j'ai trouvé une clé ». On ne peut pas s'empêcher d'être tout joyeux et de pouvoir éventuellement faire une nuit blanche parce qu'on a envie d'écrire absolument toutes les idées qui nous passent par la tête. À d'autres moments, ça coince, où on découvre un trou, ou quelqu'un d'autre découvre un trou et c'est le désespoir, on veut abandonner. Ou au contraire, on est en période de doute, on réfléchit, on veut faire autre chose. Parfois, c'est bien de faire autre chose parce qu'on laisse le cerveau un peu reposer et puis inconsciemment, il y a quand même des choses qui se passent et on peut trouver des solutions. Mais on est des êtres humains qui faisons des mathématiques et donc bien sûr les émotions sont là. Bien sûr on peut formaliser des mathématiques sur ordinateur et c'est quelque chose qui est important de savoir faire aussi, mais au niveau de la créativité des mathématiques, je pense que les émotions elles sont là et il faut pas essayer de les masquer ou prétendre qu'elles n'existent pas.
Alors il y a des moments très drôles. Quand elle arrête les maths, eh bien, elle cherche un petit job et elle se décide à aller vendre des cosmétiques, je crois, ou du prêt-à-porter. Et donc elle suit une formation un peu sommaire où il est question d'un sondage à poser aux clientes. Et elle a quand même gardé son esprit mathématique. Et elle dit à l'enseignante, enfin la formatrice, non mais votre sondage, ça va pas, il n'est pas logique. On pourrait le formuler plutôt comme ça. Puis on lui dit, mais on vous demande pas de réfléchir, on vous demande d'appliquer le sondage. Donc ça peut être un handicap d'avoir l'esprit mathématique et logique dans la vie quotidienne, ou est-ce que c'est une force? Non, je crois que c'est plutôt une force. Simplement, elle a effectivement un esprit critique. Elle s'est bien rendue compte assez rapidement que le sondage était biaisé et que finalement, il était conçu pour démontrer une certaine thèse et que les questions étaient posées justement pour induire ce biais. Donc c'est très bien d'avoir l'esprit critique. Simplement, elle était dans une situation où, avec un job, disons, assez simple, elle n'était pas supposée réfléchir. Mais savoir réfléchir dans la vie, je crois que c'est quand même important pour tout un chacun. Alors, elle va s'adonner au jeu aussi. Il paraît qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui s'adonnent au jeu. Alors, c'est un jeu dont j'ai oublié le nom, un jeu chinois. Mahjong. Voilà, c'est ça. Elle s'est installée aux Olympiades, donc dans le 13e arrondissement de Paris, dans ces grandes tours de la porte de Choisy. Et alors là, en très peu de temps, elle devient imbattable. Elle rafle la mise, elle paye son loyer en jouant. Il y a beaucoup de mathématiciens comme ça qui s'adonnent au jeu, voire qui espèrent trouver un jour la martingale et défier les lois de l'aléa et de la probabilité. Alors, il y a un bon nombre de mathématiciens qui aiment jouer à certains jeux, parce qu'effectivement, après tout, d'une certaine manière, comme dans un jeu où on doit suivre certaines règles bien précises sans pouvoir en dévier, sinon on triche, hein, les mathématiques, finalement, on se donne certaines séries d'hypothèses, et puis il y a les règles de la logique qu'il faut suivre, et finalement, il y a un certain parallélisme qui existe entre des jeux et faire des mathématiques. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des mythes sur le fait que des mathématiciens peuvent faire fortune en jouant en jeu parce qu'ils vont avoir l'éclair de génie qui va leur permettre de trouver le truc imbattable qui leur permettra de gagner à tous les coups. Là, bien sûr, il y a beaucoup d'exagérations, même s'il y a eu certaines histoires connues, et dont certaines ont été reprises par certains films d'ailleurs, qui expliquent que, voilà, avec certaines capacités de réflexion ou de mémorisation qui sont souvent associées aux mathématiciens, il y a moyen d'augmenter ses chances de gagner en tout cas. Et à la fin, qu'on ne va pas dévoiler, donc Marguerite va démentir les sombres affirmations de son directeur de thèse qui disait qu'il n'y a pas la place pour les sentiments dans les mathématiques. Bon, je vous laisse découvrir peut-être la fin du film. Mais Nash aussi dit ça dans A Beautiful Mind à la fin. Les seules voies de la raison, dit-il, c'est l'amour. Donc, Lacan disait le transfert, c'est l'amour. On pourrait dire aussi les mathématiques, c'est l'amour. C'est de l'amour en tout cas. On peut en trouver. À plein de niveaux, effectivement. Donc Nash, effectivement, lorsqu'il est devenu plus âgé, c'est également, et c'est souvent le cas de bon nombre de mathématiciens, à s'occuper des jeunes, en fait. Avoir des conversations avec des doctorants sur divers sujets pour parler de son expérience, son vécu des mathématiques, son point de vue sur les mathématiques, et pour finalement servir de mentor, mais plus de mentor philosophique, disons de philosophie des mathématiques que vraiment de contenu mathématique. Et voilà, il s'agit d'un type de relation qui, même si elle parle de mathématiques, est vraiment bourrée de sentiments. Alors, autre pépite, on quitte le théorème de Marguerite, et je vous invite vraiment à voir ce film parce qu'effectivement, il dit, je trouve, beaucoup de choses sur les maths. C'est un très joli film. Autre pépite, peut-être un peu plus pointue, du japonais Tagashi Koizumi, l'équation préférée du professeur. Donc là, c'est un professeur de japonais qui, à nouveau, a un accident. Les mathématiciens ont souvent des accidents dans les films. Et il a une mémoire glissante, c'est-à-dire qu'il ne se souvient que des 80 dernières minutes de sa vie. Et il va entamer une romance avec sa femme de ménage. Alors vous, ce qui vous a plu, ce qui vous a ému, c'est pas tellement cette romance ancillaire, si j'ose dire, mais plutôt deux démonstrations mathématiques. Là encore, d'abord, il est question dans ce film des nombres amicaux. Alors, je ne savais pas que les nombres pouvaient être amicaux. Et votre équation préférée, enfin, je ne sais pas si c'est la vôtre, en tout cas, c'est celle du héros, exponentielle exposant i pi égale -1.
Voilà. Il est question de cela, ça va loin, hein, ce film quand même, dans les maths. Alors oui, c'est un très joli film parce que donc ça montre ce professeur qui est vraiment en grande difficulté. Bon, il se souvient de toute son éducation mathématique, mais dans le passé récent, il n'a que les dernières minutes finalement de vie. Bon, c'est pas vraiment une romance, c'est plutôt une relation amicale et dans laquelle il partage des choses qui vont au-delà simplement de la relation entre employeurs et femmes de ménage. Il partage des choses mathématiques et il montre, on voit, plutôt le public voit finalement l'émerveillement qui reste présent en lui sur la beauté des mathématiques. Finalement, c'est à peu près tout ce qui lui reste après l'accident qu'il a eu et cette mémoire dont il est privé. Et il parvient à partager ce sentiment d'émerveillement avec cette femme de ménage qui n'y connaît absolument rien, et en lui montrant des petites choses simples, comme ces nombres amicaux. Oui, donc c'est une expérience calculatoire au tableau. C'est très joliment fait au tableau, très poétique, je trouve. C'est un très joli sujet, une curiosité mathématique, on pourrait dire, presque, des choses dont on pourrait parler dans les conversations de salon, presque, mais qui est très joliment amené et qui montre encore de nouveau qu'on peut s'émerveiller de choses en mathématiques sans que ce soit des choses très compliquées. C'est une question de nombres entiers, de diviseurs et d'additionner des diviseurs. Voilà. Et si vous savez faire ça, vous pouvez comprendre ce que c'est que les nombres amicaux et apprécier cette scène du film. Alors à côté de ça, il y a effectivement E exposant IP égale -1. Bon, cette équation-là, elle est évidemment extrêmement célèbre. Elle est peut-être la préférée de beaucoup de mathématiciens. Pourquoi est-ce qu'elle est préférée d'autant de personnes? C'est parce qu'elle lie des choses très très différentes. Il y a le nombre E qui est la base de l'exponentielle naturelle, le I qui est le nombre complexe racine carrée de -1, et pi qui est ce rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, des choses qui sont des choses mathématiques, disons, assez sophistiquées, qui n'ont apparemment aucun lien entre elles, et pourtant, E exposant IP, ça fait tout simplement -1. Alors, on aurait pu parler des séries. Notre collègue en a parlé tout à l'heure. Numbers, Person of Interest. Souvent, d'ailleurs, dans les séries, on mélange mathématiques et enquête policière ou prédiction criminologique. Il est question souvent aussi de cryptographie, des choses comme cela. Bon, moi ce que j'ai noté, c'est qu'il manque peut-être un film inspirant du genre le cercle des matheux disparus, comme il existe le cercle des poètes disparus, c'est-à-dire un film qui donnerait vraiment envie de faire des maths, où on verrait vraiment l'amour, la beauté du geste et de la réflexion, avec un prof très charismatique. Il y a des films, hein, mais il y a peut-être encore quelque chose à faire là, de ce point de vue-là, non, pour vraiment incarner un prof de maths qui serait, comme on dit aujourd'hui, très inspirant pour les jeunes générations. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de films dont le thème principal ou qui sont, dont on fait la publicité basée sur de telles scènes, mais pourtant, si on cherche, mais il faut chercher, on peut trouver des films où on trouve des professeurs inspirants et où on trouve de telles scènes qui peuvent donner quand même un certain enthousiasme de faire des mathématiques. Je pense à plusieurs films, notamment dans C'est la tangente que je préfère. Tout à fait. Il y a une professeure de lycée qui encourage l'une de ses élèves qui est au départ très douée, mais également à participer à des compétitions mathématiques et qui lui montre des mathématiques qui vont au-delà de ce qui est fait en classe, avec notamment une explication du ruban de Möbius. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent montré dans les films. C'est quand même pas très difficile à fabriquer avec une bandole de papier qu'on tord avant de la recoller. Donc il y a effectivement de telles scènes qu'on peut trouver, mais il est vrai qu'il faut savoir les trouver. Ils sont parfois cachés dans toute la diversité des films qu'on peut trouver. Il y a aussi Stand and Deliver, hein, qui montre aussi la possibilité d'introduire les mathématiques dans ce qu'on appellerait en France les quartiers. Hein, voilà, les quartiers défavorisés. Donc ça, c'est le travail incroyable. C'est basé sur une histoire vraie d'un professeur de mathématiques qui a réussi à former des lycéens d'une école défavorisée à performer de manière incroyable à des tests de placement mathématiques au niveau universitaire aux États-Unis. Oui. Merci beaucoup pour cette plongée dans les salles obscures, de façon mathématique évidemment. On va maintenant vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? Oui, tout de suite. Tenez. Merci à tous les deux, c'était extrêmement passionnant. Le hasard veut, je ne suis pas mathématicien ni cinéaste, mais le hasard veut qu'il y a quelques jours, j'ai assisté à une très belle conférence à
HES, sur la manière dont Alexandre Grothendieck avait inspiré des romanciers. 2 romanciers étaient venus, et l'un d'entre eux, Hervé Le Tellier, proche de l'Oulipo, avait été allé jusqu'à dire à quel point, en fait, la langue littéraire pouvait avoir quelque chose avec la langue mathématique. Et il rappelait notamment que le conte, je conte une histoire, avait la même racine étymologique que le mot je compte 1, 2, 3. Du coup, je vous pose la question, est-ce que, au-delà de la question de savoir comment le cinéma se représente, les mathématiques et les mathématiciens, est-ce que vous êtes intéressé aussi à la manière dont possiblement le langage cinématographique pouvait avoir avec le langage mathématique. Si vous me posiez la question, je dirais, il a à voir parce que le cinéma, c'est une histoire de 25 images par seconde, dans un format 16/9. Mais je n'ose pas dire ça, je vous laisse répondre. Disons que montrer des mathématiques disons, au cinéma plutôt que dans un livre, un manuel, disons, ça permet d'avoir une dimension supplémentaire de ce que les livres peuvent montrer. Donc, je donnais l'exemple tout à l'heure de Jill Kleber qui donnait cette démonstration de topologie algébrique. Le fait de voir le raisonnement effectué sur un diagramme en montrant, on se déplace le long du diagramme et on joue l'argument, ça c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup plus que dans un livre. D'ailleurs, dans les livres de topologie algébrique, quand on fait ce type d'argument, on dit toujours aux gens, ne vous contentez pas de lire le livre, construisez le diagramme vous-même et refaites la preuve pas à pas, parce qu'il faut la vivre en quelque sorte. Et donc, c'est vrai que cette dimension de mouvement, d'évolution, un peu comme on explique en vrai sur un tableau, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a des tas de choses qu'on ne pourrait pas faire passer, faire comprendre en mathématiques sans juste avec une page et quelque chose d'écrit dessus. Donc le langage oral et la gestuelle, tous ces modes de communication, finalement, ont tous quelque chose d'important à voir avec les mathématiques. Une autre question. Merci. J'aurais voulu avoir vos commentaires sur le film Will Hunting, avec le regretté Robin Williams et Matt Damon. C'est un film qui interroge finalement la notion de génie et de normalité, qui interroge le déterminisme social pour accéder aux mathématiques. Et puis finalement, le héros doit choisir entre son génie et la vie. Et c'est avec l'accompagnement de Robin Williams qu'il arrive à faire le bon choix qui lui permet aussi de sortir de sa révolte vis-à-vis de la société. Donc est-ce que c'est un film, je m'attendais à ce que vous le citiez, mais j'aurais aimé avoir votre avis. Voilà, donc effectivement, oui, c'est un des films emblématiques qui parle de mathématiques d'une manière avec un biais particulier, puisque c'est ce balayeur qui, finalement, en voyant des problèmes laissés au tableau par un professeur qui veut stimuler ses étudiants, qui va la résoudre et être donc détecté par ce biais. Donc c'est effectivement toute la question de l'accessibilité sociale des mathématiques qui est posée là. Donc c'est un très beau film parce qu'il pose également beaucoup de questions, à la fois donc sur le plan sociologique, sur le plan mathématiques et également donc sur finalement le choix de comment est-ce qu'on veut vivre ces mathématiques. Là, on a l'air de mettre en opposition le fait d'avoir une vie normale et de faire des mathématiques, mais il donne comme exemple des anciens lauréats de la médaille Fields, etc., en disant voilà, la seule manière de faire bien des mathématiques, c'est de remporter des récompenses extraordinaires, etc. Ce n'est pas nécessaire. On peut très bien s'amuser avec les mathématiques et en faire professionnellement, mais tout en étant épanoui par cela, sans pour autant forcément viser, briguer vraiment les feux de la scène à ce point. Donc c'est un petit peu, de ce point de vue-là, il y a un petit peu de cliché forcément dans ce film, c'est inévitable. Mais en tout cas, c'est un film qui est très beau, qui, outre aborder des questions mathématiques, ce sont surtout des questions de combinatoire dans ce film, aborde également des sujets sur le lien entre l'individu et les mathématiques, sa manière d'appréhender les maths. Mais il y a moyen, je crois, d'avoir plus de juste milieu que ce qui est montré dans le film. Et dernière petite question, Frédéric, vos connaissances mathématiques, elles ne vous gâchent pas le plaisir du film quand même? Vous ne décryptez pas pendant que vous allez au cinéma, vous vous laissez emporter? Ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est très agréable dans ces films qui montrent des mathématiques, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut très bien juste voir des mathématiques écrites au tableau dans l'arrière-plan comme étant juste une partie du décor, ou bien essayer de décortiquer un petit peu plus, etc. Donc j'aime bien revoir les choses
plusieurs fois, donc pour le plaisir, mais aussi pour les mathématiques en repassant derrière. Donc il y a plusieurs niveaux de lecture, donc moi j'aime regarder les films plusieurs fois. Un niveau mathématique et puis un niveau on se laisse emporter. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette conférence. Merci beaucoup à vous d'y avoir assisté. Et on va parler d'émotions et de robots. Ça devrait vous intéresser, ça aussi.